la peine de se connecter assez tôt sur ce webinaire qui trouve sa place dans la commémoration de la journée mondiale contre la tuberculose. Dont le thème cette année est oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, un leadership assuré par les pays, soutenu par la force des communautés. Le webinaire était censé commencer à 14 heures. Nous avons déjà accusé 5 minutes de retard. Je propose à l'ensemble que nous patientons encore peut-être 5 minutes ou disons 14h15, le temps que les uns et les autres puissent encore se connecter. Et à 14h15, donc on va lancer définitivement dans notre 14h10, 14h15, maxi vraiment. Donc, on accorde peut-être environ 5 minutes, 5 à 6 minutes d'indulgence aux retardataires tout en continuant donc à rappeler la réunion dans nos différents forums pour que nous puissions être nombreux pour échanger, pour partager dans nos expertises et contribuer donc vraiment à mettre fin à la tuberculose. Donc, on s'est dit, donc, dans cette traité, on se prend donc d'ici 14h10, 12 par là. Donc, à tout à l'heure à tout le monde. Et merci d'avoir été à l'heure déjà pour ceux qui... Docteur Kobo, je peux intervenir. Allô? Docteur Macron dit oui. Oui, docteur Kobo, je pense qu'il faut tenir compte des agendas des uns et des autres. Nous, on a en même temps deux réunions en même temps où je dois aussi intervenir parce que si on attend jusqu'à 14h15, moi, ça me pénalise. C'est pour ça que j'ai dit 5 à 10, 5 minutes pour que les gens Si on peut puissent. commencer à 14h10, moi, ça va m'arranger. 14h10, c'est dans 3 minutes. Oui, C'est pour ça que j'ai dit 10 en montant. Tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Permettons aux gens de se connecter pour que le webinaire soit plus intéressant parce qu'on ne va pas aussi faire une présentation pour la faire. Donc, disons 14, 11, 12, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure, merci. Merci à tous.
Ok, rebonjour à tout le monde. Rebonjour à tout le monde. Juste pour vous annoncer l'indisponibilité du professeur Bilon, le sous-directeur à lutte contre le VIH, le SIDA, les IST, la tuberculose, qui devait assurer la modération de ce robinet. Mais il nous a chargé de le faire. Donc, comme je disais tantôt, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale contre la tuberculose qui se célèbre chaque 24 mars. Et cette année, le thème est oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en leadership assuré par les pays, soutenu donc par la force et par la force des communautés. Donc, l'agenda tel qu'il est présenté, je crois que la première présentation sera faite donc par Dr Makondi, qui est chef unité prise en charge de la tuberculose multirésistance à la section prise en charge du programme national contre la tuberculose. Elle va donc nous entretenir sur le leadership politique et gouvernance, transformer dans les engagements nationaux en résultats programmatiques. Dr Makondi, si vous êtes prête, vous avez la parole. Nous invitons à respecter scrupuleusement dans le temps qui est imparti donc, à cette présentation. Docteur Macron, vous avez la parole. Merci, docteur Tebou, pour la parole donnée. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Je pense que M. Mandeng a reçu ma présentation, donc je ne sais pas s'il peut la partager. Ok, il est en train de le faire. Ok. D'accord. Vous voyez l'écran? Oui, je ne sais pas pour les autres participants si c'est bon. C'est visible. C'est mieux de rappeler aux participants de mettre leur nom et les structures dans le chat. Merci. D'accord. OK. La présentation que le PNLT va faire, c'est transformer les engagements en impact, accélérer la fin de la tuberculose au Cameroun, leadership et gouvernance, transformer les engagements nationaux en résultats programmatiques. Diapo. Donc, je pense que je ne vois plus l'écran. OK. La présentation va suivre le plan que vous avez à l'écran. On va parler du contexte, des engagements du Cameroun, du rôle du leadership politique, des exemples d'actions soutenues par le leadership national, de la gouvernance, de la performance et des différents défis au sein du PNLT Diapo. OK. En contexte, qu'est-ce que nous pouvons dire? La tuberculose reste toujours un défi majeur de santé publique. Elle demeure l'une des principales causes de mortalité infectieuse dans le monde. Il faut noter qu'en 2024, environ 10,6 millions de personnes ont développé la tuberculose dans le monde. Et au Cameroun, l'incidence est estimée à 174 cas pour 100 000 habitants. Plusieurs cas restent encore non détectés selon les estimations de l'OMS. Et il faut dire que la tuberculose multirésistante constitue une menace qui est grandissante. La tuberculose constitue un défi important dans les atteintes des objectifs de développement durable. Et comme message clé que nous voulons faire passer, c'est que les engagements politiques doivent se traduire en résultats concrets sur le terrain. Diapo. OK. Quels sont les engagements du Cameroun? On va dire que dans la lutte contre la tuberculose, le Cameroun a adopté la stratégie NTB, qui a 3 piliers. La mise en œuvre également du plan stratégique 2024-2026, qui est également en train d'être revu en ce moment. L'engagement des initiatives internationales à travers la réunion de haut niveau des Nations unies sur la tuberculose. Nous travaillons en collaboration avec plusieurs partenaires tels que l'OMS, le Fonds mondial, CDC, PEPFAR, et nous avons d'autres partenaires techniques et financiers. Cependant,
Les engagements doivent se traduire par un impact programmatique. Diapo. Le rôle du leadership politique est un facteur clé dans le succès et dans l'atteinte de nos objectifs parce que ce leadership permet de prioriser la lutte contre la tuberculose dans les politiques nationales, de mobiliser des ressources nationales et internationales durables, d'assurer la coordination entre les différents secteurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et enfin de renforcer la redevabilité des programmes. Comme exemple d'action soutenue par le leadership national, on a notre modèle One Stop Shop qui parle de l'intégration TB-VIH pour offrir des services de TB et de VIH au même poste de prestation. Nous avons le renforcement du diagnostic moléculaire à travers les outils moléculaires tels que le GeneXpert, le TrueNAT et le TB-Lamp pour la détection de la TB. Nous avons l'extension de la prise en charge des patients atteints de tuberculose multirésistante avec l'amélioration de l'accès au traitement. Nous avons le renforcement des systèmes de transport des échantillons afin d'améliorer l'accès rapide au diagnostic. Nous avons l'extension des services de tuberculose aux formations sanitaires de premier niveau, incluant le dépistage à travers la recherche active des cas. Et également, PNLT, on a fait la révision des protocoles pour la prise en charge des patients TBMR. Des patients TBMR alignés sur les recommandations récentes de l'OMS. Et enfin, nous avons l'intégration des activités le micro. Allô? OK. C'est bon? En ce qui concerne la gouvernance, oui, c'est bon. Pour ce qui est des questions de gouvernance et des performances, qu'est-ce que nous pouvons dire? Une bonne gouvernance améliore les performances du programme et les principaux mécanismes mis en place sont lesquels? Nous avons la planification stratégique basée sur les données avec une utilisation des données nationales de la tuberculose pour orienter les priorités du plan stratégique national. Nous avons également le renforcement du système de surveillance à travers la mise en œuvre du DHIS2 pour le suivi national des indicateurs de TB, introduction du DHIS2 tracker pour le suivi individuel des patients atteints de tuberculose. Comme troisième politique, nous avons le suivi et la redevabilité des performances à travers l'organisation de la revue programmatique et régulière et des réunions de performance qui sont faites avec les groupes techniques régionaux. Et enfin, nous avons la coordination entre les partenaires techniques et le programme. Parce que la coordination entre le PNLT, les partenaires techniques et financiers, nous aide dans notre politique de gouvernance. Diapo. Comme exemple concret de cette gouvernance et des performances obtenues, nous avons l'utilisation, comme je l'ai dit dans la dernière diapo, du DHIS Tracker pour améliorer le suivi des patients TB et réduire les perdus de vue, car nous connaissons le problème des perdus de vue et ce que ça peut faire dans la chaîne de contamination. L'utilisation des rapports mensuels d'activité pour le suivi régulier des activités de tuberculose dans les formations sanitaires, la mise en place d'un tableau de bord pour le suivi des indicateurs pour la TB sensible comme pour la TBMR. Et enfin, nous avons l'utilisation des données pour orienter les missions de supervision et les décisions programmatiques. Comme défi, les principaux défis pour transformer les engagements en impact sont lesquels? Nous avons le financement domestique de l'État qui est insuffisant pour assurer la durabilité des interventions pour le programme tuberculose. Nous avons les cas de tuberculose qui sont non détectés ou diagnostiqués tardivement, en particulier dans les populations vulnérables. Nous avons l'accès qui est limité aux outils de diagnostic rapide dans certaines formations sanitaires périphériques.
Et enfin, nous avons la stigmatisation et la faible sensibilisation communautaire qui affecte encore la recherche précoce des soins et l'adhérence au traitement. Donc, voilà les principaux défis que le PNLT doit relever. Et en conclusion, nous pouvons dire que l'horloge tourne. Il est temps de tenir nos promesses. Il est temps de mettre fin à la tuberculose. Merci pour votre attention. Allô? C'est bon. OK, vous m'écoutez maintenant? C'est bon pour tout le monde? Oui, oui, oui. OK. J'étais en train de dire que le docteur Macondi a pris, a signalé un conflit d'agenda. Donc, elle va nous laisser. On va continuer la présentation, le webinaire. Mais avant de se déconnecter, prière de nous identifier une personne pour qu'il puisse donc prendre part aux échanges pour des éventuelles questions au niveau du PNT. Ceci étant dit, avant de passer la parole au docteur Simo, dernier expert à l'OMS, il faut signaler peut-être en 30 secondes que le docteur Macondi nous a rappelé que la TB reste un problème majeur de santé publique. Et pour donc alimenter, pour donc enrichir la réponse afin de mettre fin à l'épidémie, le pays, donc, à travers le PNT, a donc s'est donc adossé sur la stratégie NTB de l'OMS qui constitue un socle pour le PSN du PNT qui est en cours de révision, il faut le signaler. Par ailleurs, elle nous a rappelé quelques actions qui sont mises en œuvre, notamment la stratégie One Stop Shop, la collaboration avec les autres programmes pour le transport des échantillons, bien qu'il connaît quelques difficultés. Elle a également fait allusion aux activités communautaires qui sont mises en œuvre pour rattraper le gap de 50% que l'OMS nous alloue chaque année. Au niveau de la gouvernance, elle nous a rappelé que beaucoup était fait au niveau du PNT, notamment avec l'utilisation du tracker pour le suivi individuel des patients, aussi avec la planification axée donc sur les données et également la disponibilité ou encore l'animation d'une plateforme technique avec les partenaires techniques, et financiers. Toutefois, elle a mentionné donc en fin de sa présentation qu'il y avait des défis, notamment le financement domestique qui reste donc insuffisant, avec l'accès limité aux outils, notamment pour les populations du dernier kilomètre, et aussi les problèmes liés à la stigmatisation, voire la discrimination de la tuberculose. Voilà un peu résumé en une minute dans la présentation du docteur Macondi. Docteur Simoui, si vous êtes prêt, on va donc vous passer dans la parole pour la seconde présentation qui porte sur l'innovation et la transformation des services TB pour atteindre les populations dont manquées. Docteur Simoui, ajustez votre présentation pour que nous puissions la voir et l'apprécier à plein écran. Donc, docteur Simoui va donc se charger. L'objectif est donc de nous montrer comment est-ce que les innovations diagnostiques, thérapeutiques et organisationnelles peuvent donc accélérer dans la détection en comblant le gap de 50% que nous avons encore au niveau pays et améliorer donc l'accès aux soins des patients souffrant de tuberculose. Docteur Simoui, si tout est calé et que vous êtes prêt, je vous passe donc la parole sans plus tarder. Merci, docteur Kebou, de nous passer la parole. Je ne sais pas si mon écran est visible. Non, il faut partager la présentation et cliquer également. Elle est partagée, elle est envoyée depuis le matin, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas partagée. Essayez de partager vos présentations si vous avez commencé à le faire. Oui, j'ai commencé, mais après, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai quelques soucis. Je vous ai envoyé la connexion, la présentation le matin, mais je recommence encore le partage. C'est parce que quand j'ai voulu mettre en plein écran, ça ne donne pas en fait. OK, quelques minutes, nous essayons de la retrouver rapidement et nous la partageons. Juste pour signaler que le docteur Seke Félix nous a retrouvé qui est... Ça peut aller comme ça. C'est pas en plein écran, mais c'est en plein écran, c'est en train de déranger.
Nous essayons de mettre le plein d'écran, docteur. L'écran ici. Oh, Donc, je disais tantôt que le docteur Sekei nous a retrouvé, elle est conseillère technique TIBI au niveau de Caire Cameroun. Et elle est associée à ce webinaire comme expert. Certainement, elle va nous partager l'expérience de Caire et de ses SA au niveau du... Docteur Simon, essayez de partager votre écran. Voilà. C'est bon maintenant, docteur Simon. Oui, c'est partagé, c'est juste que le plein d'écran dérange. Je peux commencer comme ça? Voilà, allez-y comme ça, allez-y. Allez-y. D'accord, d'accord. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir bien voulu nous associer à ce webinaire organisé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale contre la tuberculose. Donc, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est les innovations recommandées par l'OMS pour atteindre les populations manquées. Donc, après une petite introduction et quelques rappels, nous allons vous présenter les innovations pour le dépistage, les innovations recommandées pour le diagnostic et enfin, nous allons conclure. Comme introduction, la tuberculose demeure l'une des principales causes de morbidité dans le monde. On a encore des millions de personnes qui sont non diagnostiquées. Et c'est pourquoi, face à ces lacunes, l'OMS a récemment renforcé ses recommandations en introduisant plusieurs innovations destinées à rendre le dépistage et le diagnostic de la tuberculose plus rapide, plus accessible et plus adapté au contexte à ressources limitées. Dr Macondi l'a dit tout à l'heure, en 2024, on avait 10,7 millions de personnes qui sont tombées malades. Mais il faut savoir que même si des progrès sont faits dans la notification, dans la réduction des décès, il y a des gaps qui demeurent et on a encore près d'un tiers des cas de tuberculose qui ne sont pas diagnostiqués et surtout pas à temps. Le Cameroun s'est aligné à la stratégie NTB de l'OMS qui a 3 piliers et le troisième pilier, c'est la recherche et l'innovation. Et donc, c'est donc sur cette innovation que nous allons nous appuyer aujourd'hui pour vous présenter ce que l'OMS propose dans ce cadre-là. Et l'innovation, c'est quoi? C'est toute nouvelle idée, toute nouvelle méthode, nouvelle technologie ou nouvelle approche qui apporte une amélioration significative par rapport à ce qui existait déjà. Rentrons donc de plein pied dans ces innovations. On va commencer d'abord par le dépistage, parce qu'il faut bien faire la différence entre le dépistage et le diagnostic. Pour ce qui concerne le dépistage, une innovation, c'est que la CRP est maintenant recommandée chez les adolescents et les adultes vivant avec le VIH pour le dépistage de la tuberculose. Lorsqu'elle est un seuil supérieur ou égal à 5 mg par litre, ces patients PVVIH-là doivent passer à un test de diagnostic. C'est une nouvelle recommandation, mais elle est conditionnelle. Après la CRP, comme autre recommandation, concernant toujours le dépistage, nous avons la radiographie assistée par ordinateur. Parce que beaucoup de cas de tuberculose pulmonaire ne sont pas détectés uniquement avec les symptômes. Et cette radiographie assistée par ordinateur, elle a une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Et elle est recommandée dans les groupes à haut risque. Il faut dire que c'est une imagerie. L'innovation aussi, c'est que c'est une imagerie portable dont on peut se déplacer avec, aller auprès des populations. Et l'autre innovation, c'est que l'intelligence artificielle est appliquée à la radiologie. Ceci permet de surmonter les défis liés aux lectures incohérentes des images ou alors au manque de personnel qualifié pour interpréter les radiographies. Ça permet également d'identifier rapidement les images suspectes. C'est très utile dans les zones éloignées, puisqu'on a dit qu'on peut se déplacer avec cette radiographie. Dans les zones à forte prévalence de tuberculose, où il faut faire de screening à beaucoup de personnes. Et vraiment, ça améliore significativement le dépistage chez les populations vulnérables, que ce soit les prisonniers, les migrants, ou lorsqu'on descend en communauté. Vous avez là donc quelques images de comment se présente cette radiographie assistée par ordinateur qui vous permet de localiser une zone suspecte et qui, à partir d'une certaine graduation, vous fait penser que c'est fortement suspect de tuberculose. À ce moment, le patient donc va aller pour faire les tests de diagnostic. Je dis la radiographie, c'est pour le dépistage. Maintenant, nous allons parler des innovations concernant le diagnostic d'abord de la tuberculose infectieuse latente. Jusqu'ici, ce qui était fait, c'était le test cutané à la tuberculine. Maintenant, l'OMS propose comme innovation le test de libération de l'interféron. C'est un test qui est très rapide, qui est encore plus sensible que le test cutané à la tuberculine et qui permet de détecter la tuberculose infectieuse latente. Concernant maintenant le diagnostic de la tuberculose maladie en elle-même,
il faut savoir que la détection est un maillon faible et il est question pour les systèmes de santé d'intégrer des outils plus rapides, plus sensibles et déployables à grande échelle. Donc, les innovations que l'OMS propose permettent donc d'avoir des perspectives concrètes pour réduire les délais, améliorer la précision et étendre l'accès au diagnostic. Qu'est-ce que l'OMS propose donc pour le diagnostic de la tuberculose maladie? Maintenant, ce sont les tests moléculaires de nouvelle génération. Donc, l'OMS recommande que les programmes passent aux tests moléculaires comme test de diagnostic initial en remplacement de la microscopie. Ça veut dire que toute personne qui est suspectée d'avoir la tuberculose, quel que soit son âge, son statut social, son statut VIH, devrait bénéficier d'un test de diagnostic initial, un test moléculaire en remplacement de la microscopie qui, elle, l'OMS préconise plutôt pour le suivi. Vous avez dans l'encadré plus bas, on voit un peu, selon les cibles de la réunion des Nations Unies de haut niveau de 2023, on devrait avoir en 2027 100% de patients dépistés initialement avec les tests moléculaires, mais en 2024, nous ne sommes qu'à 54%. Donc, nous avons encore du chemin. Donc, ici, je vous ai mis quelques recommandations de l'OMS. Toutes sont des nouvelles recommandations concernant l'utilisation de ces tests moléculaires-là. Il y en a qui sont de faible complexité, automatisées, manuelles, de complexité modérée. La présentation vous sera partagée pour les détails. Et ces tests-là, on peut citer comme ça, on a le XPER, MTB-RIF, le XPER Ultra, on a le TrueNAT, le TB-LAM, etc. Donc là, vous avez quelques images illustrant un peu ces outils moléculaires qu'on utilise actuellement, qui permettent de détecter très rapidement la tuberculose, parce que ce sont des outils qui amplifie un peu les acides nucléiques et capte le matériel génétique de la bactérie. Contrairement à la microscopie où on va observer plutôt des bactéries et la microscopie est moins sensible, surtout quand le spécimen est possibacillaire. Une autre innovation qui est très récente encore, qui date de février 2026, c'est les diagnostics au point de service. Il y a une nouvelle classe de tests que l'OMS propose, des tests rapides, qu'on appelle les Near Point of Care, qui permettent vraiment de dépister la tuberculose avec des tests rapides au niveau les plus périphériques possibles dans le cas des soins de santé primaires. Les résultats sont rapides. La formation n'a même pas besoin d'avoir un laboratoire pour le faire. Et on peut utiliser des échantillons autres que des crachats. Sur le plan du diagnostic, une innovation également, c'est les algorithmes chez les enfants de moins de 10 ans. L'OMS propose, vous avez à l'écran deux algorithmes A et B. A et B, pourquoi? Parce que dans l'un, il y a la radiographie qui intervient, dans l'autre, il n'y en a pas, qui permet comme ça, chez les enfants qui ont une tuberculose présumée, après une certaine codification, de dire vraiment avec une certaine précision si cet enfant a la tuberculose ou pas et de pouvoir le mettre sous traitement. Et il y a un projet Integress TB qui va le faire en pilote ici au Cameroun. Mais certains pays l'ont déjà adopté. On a également des innovations dans la collecte et le type des échantillons. Par exemple, maintenant, chez les enfants, on peut faire le diagnostic de la tuberculose avec les selles, ce qui n'était pas fait il y a quelques années. Chez les PV-VIH, on peut utiliser également les urines. On peut faire les couillonnages lingual, surtout avec les Near Point of Care qui arrivent. Et il y a également le recoupement des expectorations qu'on appelle le pool testing, qui est une stratégie diagnostique nouvelle. À l'écran, vous avez quelques bandelettes qu'on utilise pour faire le TB-LAM, notamment le diagnostic chez le PV-VIH de la tuberculose. Là, c'est juste une cascade de soins que l'OMS recommande pour vraiment avoir un accès universel aux outils de diagnostic rapide. La première étape, c'est d'identifier les cas présumés. La deuxième étape, c'est que les patients puissent accéder aux tests de diagnostic. La troisième étape, qu'ils se fassent diagnostiquer et enfin qu'ils reçoivent leur diagnostic. Quels sont les avantages des innovations? Déjà, on a des tests diagnostiques qui sont plus simples, plus rapides, plus automatisés avec une haute sensibilité, une haute spécificité. Ça permet une détection plus rapide de la tuberculose, une détection plus large des résistances. Et l'utilisation des tests est possible, ainsi que les algorithmes dans les formations sanitaires périphériques, ce qui permet vraiment de mettre l'accent sur les soins de santé primaire.
Ça permet de réduire les obstacles liés au prélèvement des crachats, puisqu'on peut faire les couillonnages lingual, on peut passer par les selles, les urines. Ça permet également une décentralisation des services. Ça réduit les coûts, notamment avec le pool testing, et ça permet le soutien à l'accès universel du diagnostic de la tuberculose tel que recommandé par l'OMS. En conclusion, les innovations recommandées par l'OMS sont des leviers essentiels pour réduire les retards diagnostiques de la tuberculose et ainsi atteindre les millions de personnes qui échappent encore au système de santé. En renforçant l'accessibilité, la rapidité et l'efficacité du dépistage et du diagnostic de la tuberculose, ces innovations ouvrent la voie à une prise en charge plus précoce et équitable, soutenant les pays dans leurs efforts pour combler les lacunes persistantes et progresser vers les objectifs globaux de la stratégie NTB. Là, vous avez quelques documents que nous avons utilisés et que vous pouvez également consulter ils sont disponibles sur le net, qui vous donneront encore plus de détails sur tout ce que nous vous avons présenté. Merci. Yes, we can end tuberculosis led by countries, powered by people. Merci. Ok, merci docteur Simon pour cette présentation. Effectivement, oui, nous pouvons mettre dans la tuberculose, surtout qu'il faut aussi un leadership assuré par les pays et soutenu par la force des communautés. Avant de passer dans la troisième participation, il faut peut-être rappeler que docteur Simon était en train de nous présenter, pour ceux qui nous ont rejoints, les innovations en matière de détection, de dépistage, de diagnostic des cas de tuberculose. Elle nous a rappelé que pour ce qui est du dépistage, il y avait de nouvelles recommandations de l'OMS qui nous interpellaient pour qu'on puisse utiliser la stage active protéine, notamment chez les enfants et les BVVH. Il y avait également la disponibilité de l'utilisation possible grâce à l'IA de la radio assistée par ordinateur, surtout pour les groupes à risque, ce qui pourrait être utile donc, pour les personnes éloignées et surtout les populations vulnérables telles que les prisonniers et même peut-être encore ceux qui sont dans les camps des réfugiés. En matière donc, de diagnostic, elle nous a rappelé qu'il y avait, l'OMS recommande de plus en plus d'utiliser donc le test de libération à l'interféron qui est de loin plus sensible, plus performant comparé donc au test cutané de l'IDR qu'on utilisait bien autrefois. Elle a également fait allusion au test moléculaire qui est de plus en plus recommandé en diagnostic initial et qui est à laisser dans la microscopie donc, pour le suivi des malades. Par ailleurs, elle a fait allusion au near point of care qui sont un peu plus pour rapprocher dans les services dans des populations de la communauté qui a l'avantage de pouvoir également utiliser donc, les autres échantillons avant donc, de se pencher également sur les algorithmes, surtout pour les enfants. Et pour terminer, elle a jeté dans la mare quelques avantages de ces innovations, notamment leur simplicité, leur rapidité et leur automatisation, sans compter qu'on pourrait utiliser donc plusieurs échantillons, que ce soit les selles, que ce soit donc les crachats, et elle a fait mention également de la décentralisation des services avec ces innovations donc apportées. Je vais donc passer la parole à présent au troisième présentateur, au troisième intervenant qui n'est personne autre que le directeur exécutif de l'ONG FIS qui vient de signer une convention, il faut le rappeler, avec le ministère de la Santé il y a quelques semaines par là. Il va nous entretenir donc avec son expérience de plus de 30 ans dans la mobilisation communautaire et l'engagement citoyen, qui sont un levier essentiel pour mettre fin donc, à la tuberculose. Monsieur le directeur exécutif, si vous êtes prêt et si vous avez convenant, je vous passe donc la parole. À vous. Merci beaucoup, docteur Kobo. Est-ce que monsieur Mandeng peut mettre la présentation, s'il vous plaît? Oui, c'est en cours. Quelques secondes. Voilà, donc je profite, comme la présentation n'est pas là, pour saluer la présence sur ce groupe-ci de notre ami de la Guinée-Conakry, M. Sekouna Talegovi, et nos amis aussi des autres pays. J'ai vu certains qui mettaient dans certains des groupes qu'ils avaient des difficultés à se connecter. J'espère que peut-être en interne, on pourrait trouver une solution ou bien les conseiller vivement de recommencer la procédure. Mais merci à la Guinée-Conakry de participer à cette réunion camerounaise. Elle est peut-être camerounaise, mais elle parle de la tuberculose
l'Afrique francophone. Donc, d'où l'intérêt aussi qu'un collègue de la Guinée et du Gabon puisse participer à cette réunion. Encore merci au ministère de la Santé de nous permettre de communiquer aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire sur... c'est parti, la présentation. Allô? Oui, monsieur le La directeur, c'est présentation, bon. la Ouvrez la présentation est présentation. partie? Non, nous sommes en train de lâcher. Non, C'est je bon ne maintenant à vois pas. votre niveau? C'est bon à votre niveau? Voilà, merci. On peut mettre en mode diapo? Je ne sais pas, je sais pas si c'est pas ça ou non. Allez-y, au fur et à mesure, on va le faire. Voilà, Je aujourd'hui, on va... tiens juste à, monsieur le directeur, je tiens juste à préciser qu'il y a un lien direct, si vous permettez, pour l'accès à la réunion. Nous l'avons encore partagé tout à l'heure en ligne par WhatsApp et dans les forums. OK, merci. J'espère que les communautés qui sont connectées vont relayer l'information, puisqu'on a noté quelques difficultés. Encore merci beaucoup. Nous allons présenter sur la mobilisation communautaire et un engagement citoyen et un levier essentiel pour mettre fin à la tuberculose. J'allais dire que le titre de cette présentation était en train de paraphraser la communication du ministre de la Santé tout à l'heure à l'occasion de son point de communication sur la journée où il a vraiment salué la réponse communautaire et a confirmé le fait que c'est en effet un levier assez fort pour contribuer à mettre fin à la tuberculose. Ma présentation est sur cet axe. Nous allons présenter des enjeux. En deuxième position, le modèle P2P, qui est le cœur de cette présentation, ou bien de la stratégie qu'on communique ce soir, les directives de ce modèle, les objectifs stratégiques, les principes, les activités clés et les mesures de performance NEXT. Il faut dire que globalement, l'enjeu de la mobilisation communautaire repose sur les obstacles qui sont connus dans le parcours des soins. Ces obstacles peuvent être l'abandon du traitement, d'abord la stigmatisation, qui aussi freine le recours au diagnostic. Et quand on est dans le diagnostic, il y a la faible adhésion thérapeutique, mais aussi plusieurs difficultés d'accès aux services. Ça, ce sont les principaux enjeux de la mobilisation communautaire. Next. Maintenant, le modèle P2P, pair-to-pair, donc pair à pair, P2P, qui est proposé aussi aujourd'hui. Il faut rappeler que c'est un modèle qui est déjà mis en œuvre au Cameroun par l'ONG FIS Cameroun. Les deux piliers, le renforcement de la mobilisation communautaire, parce que la mobilisation communautaire avec le modèle pair-to-pair encourage le dépistage précoce, il améliore l'adhésion au traitement, il réduit le risque de perte de vue au cours du suivi thérapeutique et dans sa deuxième composante, dans la promotion d'un engagement citoyen actif, les survivants s'impliquent pour bâtir une société plus juste, plus solidaire, plus durable en promouvant un environnement communautaire non stigmatisant et un renforcement des liens entre parents, familles, communautés et systèmes de santé. Le modèle P2P est conforme aux recommandations de l'OMS parce qu'il met un accent sur l'approche centrée sur la personne, sur le patient, le soutien psychosocial, la réduction de la stigmatisation, le maillage communautaire pour une prise en charge plus efficace, mais et surtout inclusive. Les directives de ce modèle, c'est d'abord un modèle qui est basé sur l'expérience. Ce modèle renforce la participation des personnes touchées par la maladie dans toutes les composantes de la réponse maladie. Donc, le modèle, il utilise les expériences des anciens patients pour soutenir les nouveaux dans leur parcours de soins en renforçant la confiance et la compréhension des soins. Les directives préconisent un soutien global tout au long du parcours des soins et un renforcement des liens communautaires.
Next. En termes d'objectifs stratégiques de l'approche P2P, donc le modèle pair à pair, donc ce modèle contribue au dépistage précoce parce qu'il permet de sensibiliser les communautés aux symptômes et faciliter l'orientation vers les services de dépistage. Vous savez que c'est la porte d'entrée de toute stratégie TB. Le dépistage précoce est ce qui nous permet de réduire les perdus de vue, de réduire le gap de notification, pardon. Ce modèle a également pour objectif stratégique l'adhésion au traitement, la réduction des perdus de vue, la lutte contre la stigmatisation, parce qu'à la fin du traitement, on doit être dans un état de santé qui comporte le bien-être complet. Next. En termes de... Next. En termes des activités clés de ce modèle, il y a les consultations individuelles personnalisées, les séances de groupe et de soutien communautaire, les visites à domicile et le soutien familial, parce que les visites à domicile sont également un cadran très important. On a vu ça dans le cadre de certaines données du programme qui ont été présentées aujourd'hui, où il faut un renforcement de la complétude du traitement. Donc, le soutien à domicile permet de faciliter l'observance et de finir son traitement. Et si on est dans le cas de la TB sensible, ça nous empêche ou bien ça nous prévient d'arriver à la tuberculose multirésistante dans ce contexte. Il y a aussi l'assistance en termes téléphoniques et d'éducation. Nous avons 4 modèles pour mesurer la performance de ce modèle. Il y a des indicateurs clés qui sont fixés pour ce modèle-ci, notamment les indicateurs sur les sciences d'information, l'adhésion au traitement et la réduction des perdus de vue. Ce programme se mesure également par l'évaluation du patient, notamment la prise correcte des médicaments, les connaissances acquises, mais aussi la satisfaction générale, parce qu'il y a tout un modèle à côté pour le suivi psychologique. Le suivi du programme, en termes de gros indicateurs de la TB, le taux d'achèvement du traitement, la couverture géographique des éducateurs. Malheureusement, le programme P2P actuellement au Cameroun est confiné dans la région sanitaire de Yaoundé, donc ça fait une mesure de performance à suivre parce qu'il y a la problématique de l'extension et puis c'est les méthodes d'évaluation que nous avons dans le programme. Il y a les questionnaires, les audits qualité et les évaluations d'impact pour améliorer le programme. Next. On terminait en disant que la réponse à la TB, elle doit être renforcée en impliquant les personnes ayant vécu la maladie. Parce que grâce à leur expérience, elles accompagnent et soutiennent les patients à chaque étape du parcours des soins. Et c'est comme ça qu'on parlerait d'une mobilisation communautaire citoyenne. Aujourd'hui, au Cameroun, nous avons l'outil One Impact qui est téléchargeable avec un code QR, mais qu'aujourd'hui, par exemple, dans 4 régions du Cameroun, vous pouvez voir les affiches qui peuvent vous permettre de télécharger l'application, avoir accès aux informations de base, mais aussi communiquer les difficultés que vous avez pour qu'elles puissent être résolues par le système. Pour terminer, je voulais dire que Next, en effet, on peut mettre fin à la tuberculose. Nous voyons une réponse nationale qui est portée par le Programme national de lutte contre la tuberculose, qui est menée par le PNLT et portée par tous les acteurs camerounais autour de Stop TB Cameroun. Merci de votre attention soutenue. Merci, monsieur le directeur exécutif, pour la présentation. Je crois que vous avez assez édifié sur le modèle pair-to-pair avec ces différentes approches qui visent une prise en charge inclusive et centrée donc sur le malade, axée autour de ces 6 activités clés. Actuellement, donc, nous allons passer à la phase d'échange. Je préfère dire échange, pas question-réponse, échange. Et il nous reste, on me fait savoir qu'il nous reste exactement 20 minutes à peu près. 20 minutes à peu près. Mais avant de passer
aux échanges. Je vais, le temps que les uns les autres lèvent les mains, c'est signalé dans le chat. On va donc passer la parole à l'expert Dr Frédéric Sequet, qui également comporte une dizaine d'années dans la réponse communautaire et plus particulièrement lutte contre la TB. Actuellement, elle est en service, si je peux m'exprimer ici, au niveau de Quai Cameroun. Docteur Sequet, est-ce que vous me recevez? Oui, oui, très bien, docteur Kebou. Bonjour à tout le monde. Allez-y si vous avez convenance. Ok, en fait, merci de me passer la parole. Les, les activités portées par CARE sont essentiellement en lien avec les activités communautaires parce que CARE est le principal récipiendaire de la subvention du GC7, du Fonds mondial. Donc, nous travaillons avec le sous-récipiendaire FESAD au niveau opérationnel qui nous aide à mener les activités communautaires. Donc, le rôle des acteurs communautaires dans l'élimination de la tuberculose, c'est essentiellement de rapprocher les services TB vers les populations. C'est ce que nous faisons essentiellement. Ça, c'est dans le but d'améliorer l'identification et même la référence des cas présumés vers les formations sanitaires. Donc, comme le présentait tout à l'heure Monsieur Campouet, sa présentation m'a beaucoup édifié parce que ça se rapproche beaucoup de ce que nous faisons déjà. Donc, c'est essentiellement ces activités communautaires-là, ces actions communautaires qui vont aider à diminuer le gap de notification au niveau national. Tout ce que nous faisons comme action, comme intervention, ce sont des activités qui appuient déjà ce qui est fait au niveau du pays. C'est-à-dire, on rejoint, on s'aligne juste à la stratégie du pays et puis on évolue avec. Donc, comme je le disais tantôt, c'est cette participation du PIA communautaire là, à travers les OBC, les organisations à base communautaire qui sont sous les directives du SFZAD, consiste essentiellement donc à faciliter l'accès au traitement des différents cas présumés qui sont identifiés en communauté. Faciliter aussi l'adhérence thérapeutique et même la rétention thérapeutique même, je dirais. Je préfère aller plus loin parce que à travers des activités de suivi, de visite à domicile, d'éducation thérapeutique, de groupes de parole qu'ils mènent avec ces patients-là, ça permet de renforcer cette adhérence-là. Et ça permet aussi de réduire la transmission de la maladie. Et aussi, avec le sous-récipiendaire JAPSO, ce que nous faisons, c'est de lutter contre la stigmatisation, tous les aspects liés à la TB en rapport avec la stigmatisation aussi. Ils ont des cliniques juridiques qui sont mises en place et qui permettent d'assurer certains services une fois que le patient est orienté vers ces services-là. Ça peut être n'importe quel appui en fonction de ce qui a été identifié. Donc, l'approche du PIA communautaire implique, je dirais, 3 niveaux d'intervention. On a le niveau opérationnel qui nécessite la présence des acteurs communautaires, des leaders communautaires aussi, parce que nous avons des activités que nous menons avec eux. Ce sont eux qui se permettent de la mobilisation communautaire pour faciliter l'ancrage, pour faciliter l'adhérence, pour faciliter l'adoption même des stratégies qui sont déjà mises en place. Nous travaillons aussi avec les associations de patients. M. Campoel l'a très bien relevé tout à l'heure, parce qu'il faut avoir vécu la maladie pour pouvoir mieux sensibiliser dessus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les ACRA, ce sont ces acteurs communautaires qui travaillent dans la recherche active des cas en communauté. C'est la raison pour laquelle la plupart des ACRA qui sont recrutés pour ces activités-là ont un profil je dirais entre guillemets, d'anciens malades, d'anciens patients TB. Parce que ce sont effectivement eux qui sont au centre de tout. Il faut pouvoir les impliquer à tous les niveaux. Au niveau opérationnel aussi, avec les régions, nous travaillons avec les formations sanitaires. Parce qu'une fois que le cas est identifié en communauté, on lit les référents en formation sanitaire pour le diagnostic et pour la prise en charge éventuelle. Aussi, nous avons des groupes, nous travaillons aussi avec les groupes régionaux techniques, les GTI-TB en région, avec les districts de santé aussi. Bien sûr, au niveau central, avec le PNLT, GTC,
du PNLT et les autres partenaires, la démarche des activités de lutte contre la tuberculose au niveau du pays. Donc, ça, c'est essentiellement ce que nous faisons comme implication d'acteurs. Mais je dirais, en termes de principales interventions, c'est essentiellement les actions de sensibilisation communautaire. Ici, c'est à travers les, les, les causeries éducatives, je dirais ça comme ça, qui sont faites auprès des ménages. Une fois qu'on a identifié peut-être un foyer infectieux, des activités sont menées vers là pour pouvoir recruter de nouveaux cas présumés et éduquer éventuellement l'entourage. Il y a aussi des radios communautaires qui sont faites en communauté. Il y a des groupes de dialogue aussi qui sont faits avec les leaders communautaires. Ce sont comment on les appelle? Les chefs religieux, les imams, c'est ce genre de personnes que nous contactons pour ce genre d'activité. Et les messages habituellement qui sont passés sur le terrain, c'est l'identification des symptômes de la TB. Il faudrait que chaque personne, infectée ou non, puisse pouvoir identifier les symptômes de la TB. Les messages clés aussi sont en rapport avec la gratuité du traitement parce que beaucoup encore ont des réticences à se rendre dans les formations sanitaires parce qu'ils se disent que le traitement coûte cher, le suivi coûte cher et tout. Et puis aussi des messages sur l'importance du dépistage. C'est bon d'avoir le dépistage pour avoir une prise en charge adaptée et précoce. Et éventuellement des messages sur la non-stigmatisation liée à la tuberculose. Parce que le côté psychologique, quand il est affecté, ça peut entraîner plus de complications, on va dire comme ça, plus de complications de la maladie. Donc, cette recherche active-là se fait souvent à travers le screening des contacts. Parce qu'une fois qu'on a identifié un cas présumé en communauté, il y a des descentes d'enquête d'entourage qui sont menées autour de ces patients-là. On screen tous les cas contacts et tous les enfants de moins de 5 ans qui appartiennent à ces familles-là ou à ces personnes déjà malades-là, ils sont directement orientés vers les formations sanitaires pour une évaluation et pour une mise sous traitement préventif pour les enfants qui sont éligibles et curatif pour ceux qui sont déjà infectés. Et aussi, il y a d'autres moyens qui nous permettent de ramener aussi les patients, ou je vais dire les résultats de la formation sanitaire vers les patients. Il y a un système de collecte et de transport des crachats qui se fait en communauté. Ça, c'est pour les patients qui sont très éloignés des centres de diagnostic ou pour ceux encore qui sont incapables de se rendre dans une formation sanitaire, peut-être à cause de leur âge ou à cause de leur état de santé. Ils sont déjà alités, ils ne peuvent plus se mouvoir facilement. Donc là-bas, on collecte le crachat en communauté. Les ACRA ont été formés à cet effet. Il y a des SOP et des manuels pour la gestion de ces crachats-là. Et puis, c'est transporté au niveau des laboratoires pour, euh, pour le dépistage. Docteur Sekia, Donc, oui, je ne sais vous pas, avez oui. encore 30 Oui, secondes. et puis une dernière chose peut-être qu'on fait aussi, c'est le soutien à l'observance. Je l'ai dit plus haut, mais peut-être que je n'ai pas développé. Le soutien à l'observance est très important parce qu'il y a beaucoup de patients qui commencent le traitement et qui arrêtent en milieu de traitement, en cours de traitement, parce qu'ils ont recours à d'autres itinéraires thérapeutiques, par exemple, ou encore parce qu'ils sont épuisés, ou parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ou bien, bref, parce il y a mille et une raisons qui peuvent exister. Donc, il y a ce soutien-là que les acteurs communautaires portent au niveau des patients, là, avec des visites à domicile, des visites de suivi à domicile, des appels téléphoniques, des groupes de soutien qui sont mis en place pour pouvoir renforcer l'état mental aussi des patients. Donc, c'est essentiellement ce qui est fait. Bon, il y a encore quelques défis qui sont identifiés, malheureusement, et nous espérons pouvoir les relever avec l'appui des autres partenaires et du pays également. C'est notamment les insuffisances de financement. Ça a été relevé déjà. Il y a aussi un problème de motivation des agents communautaires. Il y a la stigmatisation qui est persistante.
les actions sont déjà menées, mais ça reste quand même encore ignorant d'une bonne partie de la population. À cet effet, même, il y a une étude qui est actuellement en cours sur l'index stigma. Donc, il se pourrait que beaucoup soient approchés dans les prochains jours par rapport à l'équipe d'investigateurs qui est chargée de mener une étude en rapport avec la stigmatisation liée à la tuberculose. Donc, voilà un peu ce Allô? que je peux dire sur ce qui est fait au niveau du PR communautaire et ses partenaires. Merci, Ok, docteur. merci. Merci, docteur Sek, pour ce déroulé. Vous avez été stratégique, mais également opérationnel. Vous pouvez nous dire un peu. C'est toujours bien de savoir ce qui est fait avec vos sous-récipiendaires. Parce que quand on dit SS, c'est sous-récipiendaire, et puis A, c'est principal récipiendaire que vous représentez, notamment qui est au Cameroun. Il faut aussi peut-être, pour terminer, dire que aujourd'hui, avec votre appui aussi, c'est le cas également pour l'ONG FIS, nous pouvons donc mesurer la contribution des acteurs communautaires dans la réponse native, notamment en matière de détection des cas, parce on a pu paramétrer le DHIS2, qui est un peu le système national d'information sanitaire, de telle sorte qu'on puisse capter ce que l'apport de tout acteur communautaire. Actuellement, on le fait avec FIS, on le fait avec CARE, et on espère que les autres partenaires qui interviennent, on va également suivre, on va également s'aligner sur cette mouvance. On me signale au chat qu'il n'y a aucun doigt levé. Je ne vois pas de main levée. Et ça dit que les gens ont tout compris. Et Non, ça j'ai dit une que... question. Docteur Oh, Kebo, j'ai oui. levé ma main, c'est sûr qu'on n'a pas vu. Vraiment, merci à tous les Oh, intervenants pour ce merci, webinaire merci. OK, qui était allez-y. très enrichissant, qui était très, comment est-ce que je vais dire, très enrichi. Je voudrais savoir quelles sont les stratégies. Nous savons qu'il y a un gap en ce qui concerne la lutte contre la TB chez les enfants. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place? Parce que tout au long des exposés, c'était des stratégies communes, pour ne pas dire globales, sachant que le gap que nous avons chez les enfants est plus, comment est-ce qu'on va dire, est plus grand par rapport chez les adultes. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir optimiser cette prise en charge chez les enfants? Merci. Question, je vois notre ami de la Guinée équatoriale, M. Sekouna, qui a levé la main. Oui, espère, allez-y, je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup. Vraiment, merci pour ce webinaire. Très, 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 très enrichissant et formatif. Donc, voilà, d'abord mes questions. D'abord, ma première question, c'est à OMS, si je ne me trompe pas, sur les innovations de dépistage. Je voulais lui demander de façon générale les innovations, peut-être de CRP, de sel, de l'urine et de diagnostic intelligence artificielle de façon générale. Est-ce qu'il y a certains pays, surtout certains pays francophones, qui ont commencé cette expérience? S'il peut nous en citer au moins un ou deux, et surtout en Afrique de l'Ouest, si possible. La deuxième question, c'est à M. Bertrand, par rapport au projet P2P. Et je voudrais demander si ce projet en même temps intègre les CLM, le suivi dirigé par la communauté, parce que après la présentation, vous avez fait un peu un commentaire sur l'outil One Impact. Est-ce que l'outil One Impact aussi rentre dans les activités du projet Tout puis Tout? Et aussi aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, les agents communautaires et les réseaux aujourd'hui sont sur le terrain et surtout sont virés. Je ne sais pas si vous, c'est le cas aussi. Ils sont gérés maintenant par la santé communautaire, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Et quelle est la complémentarité entre vraiment les santé communautaires qui sont l'appendicite du ministère de la Santé maintenant, si c'est le cas chez vous aussi, et maintenant les animateurs aussi du projet To Be. Merci. Vas-y. OK, merci bien. Je vois la main levée de Mike G. Bon, c'est souvent bien de mettre tous l'identité pour qu'on puisse savoir
C'est enfin, comme bien vous affichez un visage Merci, sur ce docteur côté, non. Allez-y. Merci, docteur Kebou. C'est Victor de FESAD, le Cordon national du Projet Fonds mondial. Oui, je me permets de prendre la parole tout en remerciant déjà les différentes présentations. C'est vrai que je m'inscris dans deux volets par rapport à l'OMS, la protection de l'OMS, notamment l'usage de l'intelligence artificielle pour le diagnostic radiographique de la tuberculose. Et ma question est celle de savoir, est-ce que c'est pour dire que le personnel de santé sera remplacé? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que le personnel existant est formé sur la question? Parce que c'est une innovation bonne, mais qui peut causer une difficulté en termes de la capacité qu'a le personnel de santé actuellement au Cameroun à utiliser l'intelligence artificielle. Le deuxième volet, c'est par rapport à l'écart qui a été présenté sur l'utilisation du test moléculaire. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui est à l'origine de l'écart de l'usage de tests moléculaires au Cameroun. Merci beaucoup. Ok, merci Victor de l'ONG FISA. Je vois la main de M. Sekouna toujours levée. C'est une ancienne main, je crois. Ok. Il y a une question pour M. Bertrand Camporet. Monsieur Direx, est-ce que vous vouliez bien prendre la parole et après ce sera au tour du docteur Simoué et après le PNT et le MISanté. Bon, le PNT et disons le MISanté vraiment va essayer d'apporter les solutions de réponse aux stratégies mises en place pour les enfants. Monsieur Bertrand Camporet. Merci, docteur Kobou. Je salue aussi, je salue le docteur Alice. Et puis, je vais rapidement dire quelque chose sur la TB de l'enfant. Après, que ça sera probablement complété. L'ONG FISE, depuis au cours des 3 dernières années, nous avons mis en place un programme pour la TB chez l'enfant, spécifiquement la TB chez l'enfant, pour améliorer les résultats nationaux. Et je crois que la principale approche, c'est que nous avons fait une recherche active combinée, à la fois en milieu hospitalier et en communauté. Je crois que la particularité, c'était de renforcer la recherche active en milieu hospitalier. Dans nos analyses un peu plus fines, nous avons trouvé que les cas qu'on arrivait à trouver, même pour la TB chez l'enfant, à 70%, ils étaient en milieu hospitalier. Donc, dans les autres portes non classiques, au niveau de la formation sanitaire, au niveau des soins de santé primaire. Donc, ce qui fait qu'il faut encourager, et c'est pour ça qu'avec la DELMEP et le PNLT, on a mis en place les masterclass chaque semestre pour encourager les médecins qui sont dans les centres de santé aux autres portes d'entrée non classiques, par exemple les services de pédiatrie, de nutrition, pour pouvoir diagnostiquer. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on captait, enfin nous, dans le cadre de ce programme, près de 60% des cas étaient captés à ce niveau-là. Et aussi, il faut aussi renforcer le fait que, par exemple, on a mis en place les masterclass pour encourager le diagnostic clinique, parce que le diagnostic bactériologique était celui qui prospérait le mieux. Mais selon les orientations, et l'OMS est là, ça doit être l'inverse. On doit pouvoir diagnostiquer plus cliniquement par rapport au diagnostic bactériologique. Donc, avec ces masterclass, nous avons amélioré les résultats. Par exemple, l'année dernière, pour le compte de l'année 2005, on se retrouve avec une notification de 12% dans la ville de Yaoundé, alors qu'au début de l'intervention, on était à environ 5,7%. Et la contribution de Yaoundé même a influencé les résultats nationaux. Le projet a eu 16% de contribution nationale et 64% de contribution dans la région sanitaire du centre. Donc ça, c'était pour la TB chez l'enfant. Maintenant, pour mon frère Sekouna, sur l'approche P2P et le CLM, je veux d'abord signifier que P2P, ce n'est pas un projet, mais c'est une approche. C'est une approche qui a un seul pilier, c'est de renforcer la contribution des survivants de la tuberculose, des anciens patients, dans tous les aspects de la réponse.
Donc, ce n'est pas un projet, c'est une approche, c'est une méthodologie qui encourage, mais alors qui met au centre de la réponse les personnes qui ont fait l'expérience de la maladie. C'est comme vous avez fait en Guinée avec TB People Guinée et Fourlat, donc l'association des femmes. Donc, c'est encourager, en fait, c'est ça l'approche P2P. Et comme on le sait, l'approche P2P a un pilier important sur le respect des droits humains et c'est là où One Impact intervient. Parce que l'approche P2P recommande que les services on doit pouvoir assurer la confidentialité, le consentement éclairé, la non-discrimination et des principes qui protègent la dignité. Et pour documenter tous ces principes qui auparavant n'étaient pas documentés, c'est là où One Impact, c'est là où le CLM intervient. Le CLM intervient parce qu'il contribue à mieux documenter tous ces contraintes, tous ces obstacles à l'accès. Donc, il y a un lien structurel fondamental entre One Impact et le modèle P2P. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Merci, monsieur le directeur, pour ces éclaircissements. Je crois que monsieur Sekoun a trouvé réponse. Il nous reste apparemment moins de 5 minutes. Docteur Simoui, monsieur Sekoun a demandé s'il y a des pays d'Afrique de l'Ouest qui ont déjà eu. Quel pays d'Afrique a déjà eu à implémenter donc, ces innovations? Et moi, je dirais même d'Afrique francophone. Donc, je plonge un peu sa question. Vous avez exactement 1 minute 30 secondes pour répondre à cette question. Merci, monsieur le modérateur. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Ça montre l'intérêt porté à notre présentation. Malheureusement pour monsieur Sekouna, Afrique francophone, non. Mais Afrique anglophone, oui. Les progrès sont toujours beaucoup plus rapides de ce côté-là, en Afrique australe, en Afrique de l'Est. On a l'Éthiopie, on a le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Zambie, entre autres, qui ont déjà commencé à mettre en œuvre cette technique-là. Et je vais profiter aussi rapidement pour embrayer sur la question concernant le personnel de santé qui sera remplacé. Non, le personnel de santé ne sera pas remplacé. En fait, puisqu'il faut bien ce personnel de santé-là pour faire la radiographie, c'est juste qu'avec la radiographie assistée par ordinateur, on n'a pas forcément besoin d'un personnel de santé qui est qualifié pour la lecture des radiographies, notamment un radiologue ou alors un infirmier spécialisé en radiologie. Mais l'intelligence artificielle associée à la radiographie permet, même si on n'a pas un certain background, de pouvoir dépister une tuberculose et penser que ici, il faut faire le diagnostic pour confirmer que la tuberculose est bien présente. Concernant la tuberculose chez les enfants, je vais mettre de l'eau au moulin par rapport à ce que a dit le directeur exécutif tout à l'heure. Oui, il faut mettre l'accent chez les enfants, il faut mettre l'accent sur la symptomatologie, le diagnostic clinique. C'est pourquoi, donc, comme innovation, l'OMS propose les algorithmes que je vous ai présentés tout à l'heure. L'enfant est possibacillaire, donc si on veut à tout prix avoir un diagnostic bactériologique, on peut passer à côté de la maladie. Et l'OMS propose également une feuille de route pour mettre fin à la tuberculose chez les enfants et les adolescents. Mais c'est à chaque pays d'adapter, de définir ses interventions en fonction de son contexte pour avoir vraiment une feuille de route nationale pour mettre fin à la tuberculose chez les enfants. Merci à vous. Et merci, docteur Simoué, pour ces éclaircissements. Il y avait une question pour docteur Ali. Je crois que le DIRES a apporté des propositions de réponse, mais si je peux également ajouter, il faut dire, docteur Ali, on a des stratégies pour pouvoir identifier, pour augmenter la détection des cas de TB. Il faut d'abord signaler que l'OMS estime la proportion des cas de TB pédiatrique à 10 à 15%. Dans la moyenne, ça tourne de 12%. Il faut vraiment se rappeler, se souvenir chaque fois que la tuberculose est presque asymptomatique. Donc, beaucoup de praticiens passent à côté où le diagnostic est fait généralement assez tard. Mais néanmoins, ce que nous on a fait au niveau avec le PNT, c'est que nous avons développé 2 grandes stratégies. D'abord, en formation sanitaire, comme le disait avant, un screening systématique des enfants à toutes les portes d'entrée.
avec l'appui des mentors qui sont dans les formations sanitaires, également l'appui de certaines OSC comme FIS qui ont un projet sur la TB, sur la TB, qui contribue donc à augmenter dans la détection. Également une approche communautaire à travers ce qu'on appelle la recherche active des cas. C'est-à-dire que lorsqu'on a un adulte qui se fait diagnostiquer TB, systématiquement, on renvoie les acteurs communautaires qui sont appelés ACA pour le cas de la TB, pour aller faire ce qu'on appelle donc, non seulement la recherche des cas en communauté, ils vont faire rechercher les enfants dans le domicile les contacts étroits, rechercher les enfants qui étaient en contact avec ce cas index et les ramener en formation sanitaire pour les faire, pour un diagnostic éventuellement donc, les mettre sous traitement. Donc, ce sont les deux grandes stratégies qui sont utilisées. Puis, Victor a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a un gap malgré les outils moléculaires? Qu'est-ce qui explique ce gap? Qu'est-ce qui explique le fait que malgré les recommandations, on n'arrive pas toujours à avoir dans les outils moléculaires partout dans le pays? Bon, il faut dire que il y a peut-être l'acquisition de ces outils certainement en cours, ce qui fait que ce n'est pas toujours difficile, ce n'est pas toujours facile de les avoir, mais le peu qu'on a, on essaie de prioriser les sites dotés dans les formations sanitaires, les CDT, en fonction de leur taux de notification. Certes, les outils moléculaires sont recommandés par l'OMS, mais néanmoins, le peu qu'on a, on les repartit en fonction de notification. Les endroits qui sont très éloignés, on essaie donc d'utiliser, on utilise encore pour le moment la microscopie, mais avec l'apport des innovations que le Dr Simoa a bien développé. Nous allons donc essayer de voir avec le PNT comment donc commencer à combler dans ce cas-là pour faciliter dans le triage ou le tri et ramener dans les cas screenés positifs au niveau des CDT qui disposent de ces outils donc, moléculaires. Voilà un peu résumé, voilà un peu ce que je voulais ajouter à ces commentaires. Nous pensons que nous sommes arrivés au thème de notre webinaire. On nous a accordé 1 heure. Nous avons fait exactement 1 heure et 3 minutes. Et le IT de la plateforme éco-médicinale que nous avons une dette de 2 minutes. Juste le temps peut-être de remercier les uns les autres. J'ai vu qu'il y avait la participation des internationaux, notamment notre cher ami Sekouna de la Guinée. Merci encore d'avoir pris la peine de se connecter. Le Gabon, je ne sais pas s'il était connecté, M. Campouel l'évoquait tantôt. S'il est là, merci, mais s'il n'est pas, nous vous promettons que la prochaine fois, le plus tôt et que ça puisse toucher tout le monde. Je voudrais également adresser à Dr Simon Gomes pour son soutien effectif, également à CARE, à travers CARE et CPA pour leur participation. Nous avons tous suivi Dr Sekel. Merci également à tous ceux que j'aurais oublié de citer parce que la liste est très, très longue. Donc, sur ce, je déclare donc clos ce webinaire à l'occasion de la journée mondiale, commémoration de la journée mondiale